Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine? Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine? Chers auditeurs, bonjour. Thomas Dervilliers au micro de RFM. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur de recevoir à notre antenne 3 invités de marque dont le parcours traduit une constance dans l'engagement politique qui n'est plus à prouver. Et j'invite d'ailleurs ceux qui en douteraient à lire leurs ouvrages respectifs, à savoir, et tout en respectant l'ordre de bienséance, Monsieur Jean-Michel Vernochet, Monsieur Hervé Ryssen et Monsieur Vincent Renoir. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à vous trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Émission que j'aimerais placer sous le signe de la pédagogie et de la transmission pour une jeunesse qui peut être amenée à manquer de repères et qui instinctivement et de plus en plus se revendique de droite en opposition à une gauche qui, dans ce clivage politique imposé, se résume à l'accueil des migrants et au LGBTisme. Avant de commencer l'émission, comment allez-vous, messieurs ? Quand je suis avec vous, je me sens bien. C'est gentil. Oui, tout va bien, tout va bien. Oui, moi aussi, tout va très bien, merci beaucoup. 3 invités en pleine forme, ça fait plaisir. Alors, comme je l'évoquais en introduction, parmi les jeunes en âge de voter, censés représenter l'avenir du pays, quand ils ne sont pas tout simplement abstentionnistes, de plus en plus se tournent vers les partis qualifiés d'extrêmes, et surtout en faveur du RN, avec une nette progression de l'adhésion chez les 18-34 ans. Fait encore plus intéressant, une partie de cette jeunesse ose s'afficher publiquement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans l'espace public, comme étant de droite, revendications pouvant aller jusqu'à l'affrontement, comme en témoigne le tragique et récent décès du jeune Quentin Desranques, survenu le dimanche 14 février 2026 à Lyon. Donc les définitions changent toujours en fonction de l'époque et du lieu, mais au début de votre engagement politique, qu'est-ce que ce terme signifiait pour vous et quels sont les principes qui le sous-tendent ? Monsieur Vernochet. C'est très simple. D'abord, je vais récuser le mot d'extrême droite à propos du Rassemblement national qui est dans le trou du cul de basse-fosse du centre. C'est un puits sans fond. Comment répondre à cette question ? L'engagement politique, moi je crois que je suis tombé dans la politique. Dès ma naissance, nous étions engagés dans la famille, on était anti-américains parce que mes parents avaient vécu la libération, avaient vu les horreurs de la libération. Donc on était tout à fait hostile et on était plutôt pro-russe, même si la Russie était soviétique à l'époque. Il faut dire que j'ai un parcours familial un peu compliqué, mais qui me prédisposait à cela. Alors, pour faire très court, mon adolescence était plutôt à droite, à la droite de la droite, mais une vraie droite, c'est-à-dire que en tant que chrétien, une forte appétence pour la justice, au sens fort et violent du terme, justice sociale, donc socialiste, et en même temps j'étais nationalitaire, identitaire avant la lettre. Et puis, n'ayant jamais trouvé véritablement de réalisation, j'ai été aspiré littéralement à la fin de mon adolescence, quand je suis entré à l'université, par le marxisme. Donc j'ai eu une période marxiste qui me donnait une grille toute faite, un mode explicatif du monde, mais c'était toujours un engagement assez prononcé, mais qui a été de courte durée. Et après, je suis revenu à mes premières amours, en disant que de toute façon, il y a un immense marécage central. Monsieur Vernochet, je vais me permettre, je suis désolé de vous interrompre, je vais me permettre de légèrement recentrer le débat. C'est vraiment pour savoir quels sont les termes qui sous-tendent ce qu'est la droite. Quel terme sous-tend la droite ? Non, mais tu as raison de recentrer. Le sujet est vaste et précis à la fois. Quel terme sous-tend la droite ? Aujourd'hui, il n'y a pas de société sans homogénéité sociale.
homogénéité donc ethnique. Je terminerai en disant il y a eu un premier ministre japonais qui s'appelait Nakasone et quand le Japon était la troisième puissance économique du monde où se battait avec l'Allemagne pour se faire. Nakasone, on lui demandait quel avait été le critère, le moyen de réussir du Japon. C'était dans les années 70, a répondu l'homogénéité ethnique. Voilà, bon, moi je suis pour l'homogénéité ethnique, pour que les gens puissent se comprendre, que regarder leurs enfants et qu'ils se retrouvent, qu'ils se reconnaissent dans leurs enfants et leurs petits-enfants. Monsieur Rissen ? C'est une question qui est extrêmement compliquée et qui a changé au fil de l'histoire. Si on remonte historiquement, la droite, c'est ceux qui étaient pour le veto du roi en 1790, et puis la gauche, c'était plutôt les républicains. Mais cette définition a changé 10-15 fois pendant le 19e siècle et jusqu'au 20e siècle. Si on parle d'aujourd'hui, la droite, c'est quoi ? Si on regarde objectivement le panorama médiatique, la droite est pro-israélienne, la gauche pro-palestinienne. Globalement, c'est ça qu'on nous fait croire. Mais pour moi, la droite, là je suis encore, disons, au début des années 2000, pour moi, la droite, ce sont certaines valeurs. C'est l'honnêteté, la probité, la nation, la famille, enfin, où je peux même aller jusqu'à travail, famille, patrie. Là, on est en 1940. Mais moi, je suis sur ces vieilles valeurs de droite, les valeurs qui me semblent encore tenir. Voilà. Mais j'ai l'impression que le concept est dévoyé depuis quelque temps, depuis une bonne dizaine d'années, par la géopolitique. Ça, on y viendra ultérieurement. On nous impose le concept israélien de la droite. Moi, c'est pas du tout mon truc. Je pense que pour vous, c'est à peu près pareil. Mais la droite, ça reste quand même travail, famille, patrie, les valeurs d'honnêteté, de probité. Et ensuite, on peut rajouter des choses, disons, à cette courte définition. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a beaucoup varié depuis 200 ans. Oui, j'aurais dû le préciser, parce que ça venait après, dans le déroulement de l'émission, mais c'est vrai que c'est la droite, à la fin du XXe siècle, celle que vous avez connue dans votre jeunesse, au début de l'épopée ou de l'épopée Front National. Vincent, est-ce que tu aurais... Alors, une définition de cette droite? Moi, au départ, j'ai été très attiré par le national-socialisme pour des raisons. D'abord parce que j'étais très socialiste. Et mon père étant médecin, il soignait beaucoup de pauvres. J'étais très sensible à cette pauvreté que j'estimais scandaleuse dans cette société qui avait quand même des richesses. Comme un Louis-Ferdinand Céline en son temps? Peut-être, voilà, exactement. Et donc, j'ai été attiré par le côté social. Et pour moi, si j'avais à définir la droite aujourd'hui, je dirais que c'est un courant de pensée qui croit en l'existence d'un ordre naturel et d'un ordre transcendant, d'un ordre qui nous dépasse et que nous ne pouvons pas justement modifier. Alors que la gauche, elle ne croit pas en un ordre naturel et donc promeut le subjectivisme avec tout ce que ça contient, le LGBTisme, tout ce qui est changement de sexe, tout ce qui est métissage, puisqu'il n'y a pas d'ordre naturel. Or la droite, justement, croyant en un ordre naturel, comme disait M. Rissen avec raison, c'est travail, famille, patrie, puisque ce sont des valeurs naturelles. Voilà pour moi ce qui différencie la droite de la gauche. Alors, Monsieur Vernochet, lors de votre intervention, vous m'avez un peu précédé. Donc, au niveau de l'engagement politique, ça, je vais y venir. Alors, cette droite du fin du XXe siècle s'incarnait à l'époque dans différents courants et groupes comme l'Action française, le GUD, le Club de l'Horloge, Défense de l'Occident, la Nouvelle Droite et j'en passe, avec des figures hautes en couleur comme Serge de Beketch, Alain Robert, Henri Coston. Et de ces grands courants se dégageaient deux tendances. Arrêtez-moi si je me trompe. L'une plutôt nationale socialiste et l'autre plutôt traditionnelle et catholique, qui suivaient donc ces courants se retrouvèrent d'une manière ou d'une autre dans l'aventure Front National, incarnée par Jean-Marie Le Pen et ses lieutenants, tels que François Duprat et Roger Olindre. Donc ma deuxième question que vous avez anticipée, Monsieur Vernochet, vous qui aujourd'hui incarnez ce courant ou à minima faites preuve des valeurs qui la caractérisent, par quel biais en êtes-vous venu à le rejoindre dans votre jeunesse? Et pouvez-vous nous décrire l'ambiance politique qui régnait à l'époque, dans un contexte où, je le précise, Internet n'existait pas et où l'accès à l'information n'a jamais été autant démocratisé qu'il ne l'est aujourd'hui?
Écoutez, c'est très simple. Je suis né dans un quartier populaire, alors j'écoutais les gens du peuple parler. Je précise que je me reconnais parfaitement dans les propos à la fois de Rissen et de Renoir. Je dis la même chose en d'autres termes. Dans ma prime jeunesse, dans les années 50, 55, les gens du peuple avaient coutume de dire « Ah, mais Hitler avait raison ». Et pourtant, il n'était certainement pas pétainiste, mais il trouvait déjà que tous partaient à volo. C'est donc ça le bon sens populaire. La Quatrième République était un spectacle lamentable pour qui était un peu éveillé et éveillé s'intéressait aux choses du monde, on ne pouvait qu'avoir une réaction de rejet. Et ce rejet cherchait ses voies, et moi je les trouvais aussi. Moi également, j'avais non pas un père médecin, mais un grand-père médecin qui était aussi un médecin des pauvres. Nous avons baigné là-dedans. Et oui, aujourd'hui, mais si on en arrive à aujourd'hui, oui, il y a un ordre naturel. Cet ordre naturel est fondamental. C'est pas l'ordre des mots, c'est pas le monde comme volonté et représentation. On doit se plier à des lois, même si on sait que, par exemple, la gravité, jouer avec cette gravité et voler. Pas tout à fait comme les oiseaux, mais un petit peu. Donc, pardonnez-moi de dire, et je m'arrête là-dessus, je ne me reconnais pas dans le Front National. Je me suis pas reconnu. Je connaissais des gens qui disaient que Jean-Marie Le Pen aussi, sa personnalité était aussi étincelante et elle était, avait conduit la droite nationale, même s'il a réussi à en rassembler quelques éléments, à le diriger sur une voie de garage. Plus que jamais, parce que imaginez que Madame Le Pen arrive aux affaires, je pense que ce serait pire que tout. Jordan Bardella. Et Bardella, même chose, même topo, même combat. Vous avez bien défini aujourd'hui. Je ne peux pas me reconnaître dans ce que j'appelle le national-sionisme. C'est impossible. Moi, en tant qu'homme de droite affirmée, si on peut dire de droite, je défends la cause palestinienne. Parce que c'est la cause de la justice, parce que c'est la cause de l'honnêteté intellectuelle. Et comme je le dis et je le répète, on n'est pas obligé d'aimer forcément les Palestiniens pour prendre fait et cause pour eux, parce qu'encore une fois, c'est même pas une question de valeur, c'est une question de principe. Oui, c'est normal et c'est humain. Monsieur Rissen, comment en êtes-vous venu à rejoindre ce courant, on va dire, ce courant politique, cette famille politique ? Écoute, j'en ai déjà parlé plusieurs fois par écrit, en vidéo. Moi, je venais de l'extrême gauche, mais il y a tellement longtemps que je me demande si ça vaut la peine de l'évoquer. Voilà, écoute, moi, je suis arrivé dans les débuts des années 90 dans le milieu national. Mais à l'époque, si tu veux, donc ça fait quoi, 35 ans là, hein. C'était pas comme aujourd'hui. Je pense aux journaux qui étaient très proches du front, par exemple National Hebdo, dont les locaux étaient à l'intérieur du Front National. Hein. Et dans National Hebdo, il y avait Ratier, il y avait Roland Gaucher, il y avait pas Serge de Beketch, mais bon, c'était assez proche. Et disons, les idées que nous représentons aujourd'hui étaient assez bien représentées au Front National de l'époque. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, le fait est, il faut se rendre à l'évidence, on a perdu notre vaisseau amiral, comme le dit Jean-Michel, on se sent un petit peu à l'écart de tout ça. Si le Rassemblement national parvient aux manettes l'année prochaine, bon, ça reste encore à voir, hein. Moi, je crois qu'on n'y est pas du tout, mais enfin, on verra. Mais je me demande si c'est bon pour nous. Moi, j'espère que ça ira plutôt dans le bon sens. Mais on ne sait pas. On voit ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis. On se demande si ces gens-là ne jouent pas un rôle. Donc, et s'ils ne sont pas amenés à être aussi influencés du mauvais côté. On a vu que Jordan Bardella était allé en Israël récemment avec Marion Maréchal. Donc, ça augure assez mal de ce qui peut passer, y compris pour nous. Parce que je pense que, enfin, peut-être qu'ils ne seront pas
aussi tolérants que les instances républicaines le sont aujourd'hui avec nous. Donc, on ne sait pas. Je peux rien dire. Concernant le Rassemblement national tel qu'il est aujourd'hui, moi, je n'y suis plus depuis très longtemps. J'ai été adhérent du Front National, mais il y a longtemps, et je ne suis pas de ce qui se passe à l'intérieur du RN. Mais voilà, pour reprendre ce que disait Jean-Michel Vernochet, voilà, on reste assez dubitatif sur l'évolution de ce courant. Mais nous, on est ailleurs, on n'est pas au RN. On représente aussi pas mal de gens. Il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui nous suivent. Et on ne se retrouve pas dans le Rassemblement national, ni dans la propagande de CNews, par exemple. Donc, il reste, voilà, c'est évident. Bien sûr, non, mais on représente une force, c'est évident. De toute manière, on le voit par rapport à l'audience que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux, à travers certains médias, pas seulement nous, si tu veux, pas seulement notre, vraiment le noyau dur. Mais on voit que chez les souverainistes, par exemple, il semble comprendre qu'il y a des idées qui pourraient ressembler un petit peu aux nôtres, mais disons qui sont présentées de manière plus édulcorée, avec un peu plus de distance. Mais voilà, nous, notre problème, c'est que les lois sont telles aujourd'hui qu'il est très difficile, vous le voyez bien avec le président d'Égalité et Réconciliation qui aujourd'hui est à Moscou, il est difficile de mener un combat légal, d'avoir une association qui a pignon sur rue, sans voir ses comptes bancaires supprimés, sans voir des procès intentés à répétition. Vincent Renoir en sait quelque chose, Jérôme Bourbon en sait quelque chose, Benedetti aussi, Soral, j'en parle même pas, même Dieudonné est toujours persécuté. Donc c'est très difficile pour nous de construire quelque chose de viable, de pérenne, sans subir les foudres du pouvoir. Voilà, ça, à cette enseigne, sans même parler du Rassemblement national ou de Reconquête, certaines associations ont les coudées plus franches. On leur laisse les coudées plus franches. Voilà, je ne vais pas donner les noms des associations ici. Mais notez quand même que même les identitaires ont été dissous. Même des gens de ce milieu voient leurs comptes bancaires supprimés et voient leurs locaux interdits et leurs associations dissoutes. Il n'y a pas que le milieu antisioniste qui subit les foudres de la répression. Globalement, sont autorisés aujourd'hui Reconquête et le Rassemblement national. Et voilà, quelques associations proches de Reconquête. Les autres, on est tolérés. On est toléré, mais il faut qu'on regarde, à deux fois à ce que l'on publie si on veut rester en liberté et éviter les procès. Par les procès. Donc voilà l'état de la droite succinctement, enfin l'extrême droite, même si Jean-Michel Vernochet n'aime pas ce terme, c'est comme ça qu'on nous catégorise. Vincent, est-ce que tu souhaiterais rebondir Alors, par rapport à la question, voilà, moi, il faut savoir donc que j'ai été très attiré jeune par donc le national-socialisme, mais dans ma naïveté, je pensais que tous les nationaux-socialistes étaient morts et que j'étais le dernier, quoi. Alors, naturellement, j'en tirais aucune gloire, mais j'en tirais une angoisse terrible en disant, mais je vais être tout seul toute ma vie. Vincent Le Mohican. Bah oui, parce que dans ma famille, personne ne l'était. Quand j'en parlais un peu, tout le monde me disait, mais tu es fou. Et c'était dans début des années 80, ça. Et quand en 83, il y a eu le coup de tonnerre de Dreux et l'ascension de Jean-Marie Le Pen, alors là, j'ai dit, mais non, il y a d'autres gens. Et là, je me suis jeté à corps perdu dans le Front National. C'était la grande époque. Je rappelle, en février 1984, Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité. C'était la première fois que, on disait à l'époque, l'extrême droite était à la télévision. Je me rappelle, moi, mes parents, on devait aller chez des amis, et moi, j'avais refusé d'y aller, je voulais voir Jean-Marie Le Pen. C'était quelque chose. Et puis après, il y a eu la montée. Au départ, je me rappelle, tout le monde a dit, ce sera un feu de paille. C'est un feu de paille, ça va disparaître. Et ça n'a pas disparu. Et à l'époque, moi, le premier, on y a cru. Moi, quand j'avais lu Les Français d'abord de Jean-Marie Le Pen, je disais, mais oui, mais tout le monde va comprendre. Tout le monde va comprendre qu'il pose des vrais problèmes, qu'il apporte des questions qui sont, je dirais, pertinentes, et qu'il apporte des réponses, qui sont pertinentes. Et donc, il y a eu une montée du Front National jusqu'au début des années 90, et on y croyait. Je rappelle encore dans National Hebdo, je crois que c'était dans le numéro de mars 1991, c'était donc à l'époque le numéro 2 du Front National, Bruno Maigret, qui disait « Avant la fin de la décennie, on sera au pouvoir ». Donc on était vraiment dans une période
on y croyait. Ah oui, oui, on était très optimistes. Moi, je me rappelle, j'étais en maths sup ou en maths spé à Saint-Louis. On avait été voir Jean-Marie Le Pen à Bercy pour l'élection présidentielle de 1988. Donc, ça devait être en 87. J'ai des souvenirs impérissables. Je me vois encore. On est après cette réunion. Beaucoup de gens sont allés à la station de Bercy pour prendre le métro. Il était 11h du soir et un métro arrive au loin. Les deux quais étaient bourrés de militants qui venaient de Bercy. Et soudainement, des gens ont fait Le Pen. Et quand le métro est arrivé, tout le monde criait ça. On est rentré dans le métro, il y avait quelques voyageurs qui étaient complètement, effarés. Alors c'était une époque extraordinaire, et vraiment à la fin des meetings, il y avait des grands drapeaux français qui étaient tenus et les gens mettaient des billets. C'était des billets de 100 francs qui tombaient. Ça voudrait dire à peu près peut-être 100 € aujourd'hui. C'était vraiment une ambiance extraordinaire. On y croyait et c'était une époque de beaucoup plus de liberté. On avait encore la liberté de parler. J'ai encore chez moi, parce que j'achetais National Hebdo, la couverture de National Hebdo où on voyait des Maghrébins avec marqué « Les envahisseurs ». Aujourd'hui, ça vous vaut un procès tout de suite. Mais même à l'époque, l'extrême gauche, j'ai chez moi une couverture de Charlie Hebdo où on lit « Enfin, on peut le dire, Hitler sympa, Hitler super sympa », et on voit Hitler qui fait « Alors les youpins, ça gaze ». Une couverture de Charlie Hebdo que j'ai chez moi. Il y avait une liberté de ton, même si déjà il y avait un problème, mais il y avait une liberté de ton. Quand j'en parlais à mes enfants, ils me disaient c'est incroyable, on était sur la planète Mars. Mais c'était une époque où moi j'y ai cru. Et j'avoue que j'y ai cru. J'étais très jeune encore, mais j'ai cru et je gardais des souvenirs très émus de cette période. Voilà. Alors bon, c'était pour répondre à la question pourquoi j'y suis venu. Parce que voilà, on m'a dit il y a des gens nationaux qui sont là et on disait Le Pen est un nazi. Bon, voilà. Et c'était une période vraiment. On y a cru et c'était extraordinaire. Voilà. La question suivante allait concerner donc le bloc CNAFO, CNews, Bolloré et le RN un peu expurgé de tout ce qui faisait sa verticalité et sa testostérone, la testostérone qui le caractérisait. Comme vous y avez déjà partiellement répondu, moi j'aimerais savoir quelle était l'ambiance politique de l'époque, c'est-à-dire qu'en dehors des meetings, Vincent, que tu viens d'énumérer, pouvait-on ouvertement s'afficher comme étant de droite ou d'extrême droite ou d'un courant patriote, on va dire dans l'espace public, en sachant qu'il n'y avait pas Internet, je le répète. Oui, alors je réponds, il y a une cassure très nette, c'est pas en 68, c'est en 67. Il y a un livre qui paraît, qui s'appelle Treblinka, je crois. Et à partir de là, la machine de l'industrie de l'Holocauste, comme dirait, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Norman Finkelstein. Je te remercie. L'industrie se met en marche. Avant, la question était là, on en parlait. Je pense que Vincent pourra confirmer ou infirmer mon propos, mais qu'à Nuremberg, ça pas été véritablement la question absolument centrale. On a mis aujourd'hui la justice interdit de revenir sur le jugement de Nuremberg et pourtant tout le monde est revenu à propos du massacre de Katyn, par exemple. Mais Katyn était au centre de Nuremberg. Je n'ai pas lu les 40 volumes. Je ne suis pas comme Éric Delcroix qui a dû éplucher les 40 volumes du jugement, ou plutôt du procès. Mais il est clair qu'à partir de 67, on peut penser que Jean Anouilh, dramaturge peut-être un peu oublié des nouvelles générations, n'aurait plus eu la possibilité d'écrire les pièces qu'il écrivait auparavant. Et à partir de là, l'engrenage s'est resserré, la machine, l'étau s'est petit à petit contracté. On a commencé en 72 avec la loi Pleven et toute la kyrielle, il y en a des dizaines de lois qui restreignent la liberté d'expression, mais qui n'est pas la liberté d'expression en fait, c'est la liberté de penser. Canalisé, et puis cet appauvrissement culturel qui nous a envahis, qui nous ravage et qui fait qu'on pense de moins en moins. C'est pourquoi je ne crois pas à la démocratie et je ne crois qu'aux minorités, j'ai pas dit les élites, qu'aux minorités, à la même façon d'ailleurs que pas tout à fait de la même façon, mais presque que Lénine, aux minorités proactives qui peuvent conduire, réveiller. Mais ce que racontait Vincent sur ces grands rassemblements du front, effectivement, je les ai connus.
ça a suscité un certain enthousiasme, de l'adhésion, mais le soufflet est très rapidement retombé. Et tout a été, et les événements, les crises successives, rappelons la guerre du Kippour en 73, la première grande crise énergétique, la vie est devenue de plus en plus difficile, sous couvert d'avoir une vie de plus en plus simple. Et donc, voilà, les troupes se sont débandées et aujourd'hui, elles sont rassemblées, mais autour d'une fausse semblance qui s'appelle le Rassemblement national. Après cette belle digression, Fausse semblance. Fausse semblance. Je vais répéter la question pour nos deux autres invités. Quelle était l'ambiance générale, on va dire, dans l'espace public? Pouvait-on ouvertement, en dehors des meetings du Rassemblement national, s'afficher comme étant de droite ou d'une sensibilité, celle qui était celle du Front national, quoi, assez patriote et avec des valeurs de droite? Écoute, moi j'ai le sentiment inverse. J'ai l'impression que, comment dire, on avait plus de mal à exprimer nos idées en public auparavant. Je sais pas, moi je me souviens de tractage ou de boitage lors de périodes électorales, et dès qu'il y avait des jeunes, entre guillemets, ça se passait mal. Ça se passait mal parce que nos idées étaient quand même considérées comme nauséabondes, pour reprendre le terme favori des agents cosmopolites en France. Nos idées étaient nauséabondes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen de discuter avec des opposants politiques dans la rue. Et souvent, ça se terminait pas très bien, on va dire. Comme Chirac qui avait refusé le débat avec Jean-Marie Le Pen. Voilà, c'est un très bon exemple. Voilà, on ne discute pas avec l'extrême droite, on ne discute pas avec les fachos, donc quoi qu'on en dise, il y a quand même quelque chose qui s'est débloqué. Et est-ce que c'est moins bien qu'avant? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que la situation d'aujourd'hui est meilleure en ce sens où, si l'on fait abstraction des discours, disons, on va dire, antisionistes et antimondialistes, nos idées ont quand même largement progressé. Ça se retranscrit dans les élections, dans les résultats électoraux. Sauf que l'immigration a progressé évidemment très très vite aussi, ce qui fait que sur le plan électoral, je suis pas certain finalement qu'on y gagne. Je prends par exemple, tiens, Vincent parlait du tonnerre de Dreux en 1983, puisqu'effectivement le Front National est né à Dreux aux élections municipales, je crois que c'était avril 1983, avec une percée de Stirbois qui avait fait, je crois, 19 ou 20%. Hein. Aujourd'hui, à Dreux, c'est pas compliqué. Si vous regardiez les 6 listes qui étaient en présence aux dernières municipales, au mois de mars, avril, je crois qu'il y avait 2 listes trotskistes, un socialiste, 3 arabes. Il n'y a plus de Rassemblement national, il n'y a plus de Front national, il n'y a plus rien du tout, là, c'est terminé. Je me souviens aussi, dans les années 90, vers Pontoise, en Picardie, il y avait des très bons scores d'un cadre du FN dont j'ai oublié le nom, qui pouvait atteindre, je crois, 43%. Donc, on y croyait, oui, Vincent, on y croyait, hein, mais aujourd'hui, l'immigration est telle que je pense que c'est comme à Dreux, il n'y a même plus de candidats du Front ou du RN dans ces villes-là. C'est trop tard, c'est terminé. En Seine-Saint-Denis, voilà, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Donc la parole s'est libérée, oui, en tout cas sur l'immigration. Depuis quelque temps, la parole s'est aussi libérée, disons, sur Israël et les sionistes. Il faut dire ce qui est. Grâce à Netanyahou, si on peut dire, on a fait un grand pas. Au vu du contexte actuel, c'est compliqué de faire pour les Palestiniens et les Libanais, c'est autre chose. C'est eux qui morflent, hein, qui sont en première ligne. Mais disons que là aussi, la parole s'est libérée. Donc oui, sur le plan de la libération de la parole, c'est pas plus mal. Aux États-Unis aussi, il y a de forts progrès qui sont faits. Mais l'immigration est telle que démographiquement, parce que la politique, c'est d'abord la loi de la démographie, il y a quand même un très très gros problème à ce niveau-là. Alors écoute, c'est pas compliqué. Ça fait 30 ans que j'entends dire dans 10 ans, ce sera trop tard. Guillaume Fay le disait, Jean-Marie Le Pen le disait, Roger Hollande le disait, dans 10 ans, ce sera trop tard. Là, on est en 2025, après 35 ans d'espérance.
oui, on a progressé, c'est ce que je dis, hein, sur le plan de nos idées sont un peu mieux accueillies dans l'opinion publique, mais objectivement, ça me paraît difficile. Alors c'est ambivalent ce que je dis, hein. Ça me paraît difficile. Et le mot de Jean-Marie Le Pen, sur le papier, c'est mort, hein. Sur le papier, c'est mort. Démographiquement, il y a quand même un très gros pépin. Là, je crois que c'est 60% des naissances en Île-de-France qui sont d'origine étrangère. Donc si on ne mise que sur les élections, les enfants, là, je ne sais pas si c'est dans les 10 ans qu'il faut tabler. Mais écoutez, moi, je pense quand même, j'essaie d'être optimiste. Je pense que... On n'a pas le choix surtout. Oui, je crois qu'on n'a pas le choix. Mais je pense que l'accession du RN en 2027 serait pour nous une bonne chose. Je dis pas pour nous en tant que militants tels que l'on est, parce que ça se trouve, on passera à la moulinette, hein, avec Meyer Habib derrière Bardella, et puis comme Franck Serfati derrière Sarah Knafo. Ces gens-là nous haïssent. Moi, je vais vous dire un truc, j'ai une révélation pendant les municipales. Hein. C'est je vois que sur la liste de Sarah Knafo, je vois Franck Serfati, le mec qui insistait, j'étais tout seul au tribunal, hein, dans la cour d'appel, il insistait pour que je me prenne 1 an de prison ferme. C'est lui qui insistait le plus fort. Hein. Ce type est pour moi un ennemi absolu. Absolu, c'est pire que l'extrême gauche pour moi. Et lui, il est à côté de Sarah Knafo. Vous voyez à qui on peut avoir affaire. Donc, mais si on raisonne non pas par rapport à nos propres intérêts de militants, mais par rapport à l'intérêt national, peut-être que Bardella ou Marine Le Pen valent mieux que Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Voilà, ça c'est pour prendre un peu le contre-pied de Jean-Michel Vernochet. Mais encore une fois, il n'y a rien qui est joué, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est pour ça que moi, depuis des années, je tablais sur la situation internationale pour renverser un peu la table. Et puis je m'aperçois, au final, une fois de plus, on est déçus. Parce que Vincent, tu me dis, il y avait de grands espoirs dans les années 80. Oui, moi je suis arrivé après toi dans la droite nationale, je suis arrivé dans les années 90. Oui, il y avait de grands espoirs. Moi, je me souviens pertinemment, je distribue des tracts dans le 20e arrondissement, à côté de la place Gambetta. Je tombe sur une concierge en près de l'après-midi. Elle me dit « Ah, Front National, c'est pas trop tôt », qu'elle me dit. Je fais « Vous inquiétez pas, madame, on sera bientôt au pouvoir ». Et puis, tu vois, 30 ans après, on y est encore. Donc, nous, on se nourrit d'espérance. De la même manière que les Zemmouriens qui croyaient à fond pour Éric Zemmour en 2022 ont été très déçus. Voilà. Mais nous, on sait ce que c'est que d'être très déçus, puisque globalement, tous les 3 ans, on est très déçus depuis 30 ans. Vous avez l'habitude d'en souper. Voilà, on en a vu d'autres. Donc, mais pour répondre à ta question, moi, je pense que le discours s'est largement libéré sur l'immigration. Sur l'islam, c'est pas grâce à nous, hein, c'est grâce à Bolloré, si je puis dire. Sur le sionisme et le judaïsme, non, là, il faut le dire qu'effectivement, les boulons se sont resserrés. Ouais. Avec un contexte assez compliqué, on y reviendra pour conclure. Vincent, par rapport à ce que vient de dire Monsieur Rissen, est-ce que c'est devenu cool d'être facho ou est-ce que les fachos sont devenus cool? Alors, moi je partage l'analyse d'Hervé Rissen là-dessus. C'est que, en effet, la parole s'est libérée. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est vrai que on voit qu'aujourd'hui, il y a une plus grande facilité, déjà grâce à Internet, et puis il y a quand même des gens qui ont eu l'esprit ouvert par ce qui s'est passé. Et le problème, en effet, c'est que la parole s'est libérée, mais est-ce que les actes suivent? Et c'est là où je suis beaucoup plus pessimiste. Alors, il y a en effet deux faits. Il y a d'abord, en effet, un changement de population qui fait que ça joue en notre défaveur. Et très rapidement maintenant, très rapidement. Et puis il y a aussi, je pense que ce que disait Jacques Ellul avec raison dans ses livres sur la technique, il disait que le danger pour l'Europe, c'était avant tout l'éclatement dans le jeu. Nous avons des nouvelles générations, certes, elles peuvent regarder des vidéos avec Hitler, elles peuvent regarder mais ça reste très superficiel. Au fond d'elles-mêmes, elles sont très subjectivistes, elles sont très tournées vers le jeu, la distraction. Alors bien sûr, il peut y avoir des petites vidéos comme ça qui tournent, mais malgré tout, pour moi, ça reste très superficiel et ces gens restent dans le subjectivisme, même s'ils ils peuvent avoir des choses, ils peuvent rouspéter, ils peuvent avoir des frustrations. Mais au fond d'eux-mêmes, c'est pas des révolutionnaires.
Voilà, et je me rappelle l'année dernière quand on a dit que la rentrée serait très chaude, je voyais les gens, parce que j'ai passé 15 jours à faire du VTT en Vendée dans les forêts, mais je passais devant les plages et je voyais tous ces gens à la plage et je me disais je vois pas comment dans 15 jours ces gens seront des révolutionnaires. Donc il y a une libération de la parole, mais que de la parole, et la parole ne fait pas tout. Ça c'était la première chose. Alors on pourra dire vous avez un discours très très pessimiste, oui. Mais là encore, je rejoins ce que dit Hervé. L'histoire, comme me disait un de mes amis, est le théâtre de l'imprévu. On ne sait jamais ce qui se passera. Et je dis souvent, en 1927, qui aurait pu prévoir l'état de l'Allemagne en 1937 ? Et en 1937, qui aurait pu prévoir l'état de l'Allemagne en 1947 ? L'histoire est le théâtre de l'imprévu. Donc, il ne sert à rien de gloser sur l'avenir, de se dire qu'est-ce qui va se passer. Non, on a un devoir à faire ici et maintenant. Il n'y a pas à se dire, ça c'est les notaires ou les hommes d'affaires qui soupèsent leurs chances. Est-ce que j'ai intérêt à investir des capitaux? Non, nous sommes des gens de droite. On adhère à certaines valeurs que l'on veut défendre et quoi qu'il arrive, il faut les défendre. Voilà pourquoi moi je ne me pose jamais de questions. Est-ce que l'avenir ci, est-ce que l'avenir ça? Je fais ce que j'ai à faire, quoi qu'il m'en coûte, et il m'en a coûté pas mal, même si je suis pas un martyr, hein. Mais je veux dire voilà. Donc il y avait, pour répondre à la question, je pense qu'aujourd'hui, voilà, la parole s'est libérée, mais ce n'est pas suffisant, bien que l'histoire est le théâtre de l'imprévu. Alors la parole se libère, et pour conclure, peut-être que les actes suivront au vu du contexte actuel, au vu des dynamiques sociétales et sociales d'aujourd'hui et surtout de demain, avec que ce soit donc la guerre en Ukraine, la crise pétrolière qui arrive avec toutes les problématiques qu'implique le conflit israélo-iranien, enfin israélo-américo-iranien. Peut-on dire, en France, peut-on émettre ce constat que finalement Macron et ses maîtres, que le président d'Égalité et Réconciliation qualifie d'empire, auront réussi leur œuvre de destruction, et la droite au sens large n'y échappant pas? Vincent a raison, l'histoire du monde est un théâtre, le théâtre de l'inattendu. Alors moi je n'ai pas des espoirs comme Hervé, je n'ai pas d'espoir du tout, mais pas de désespoir non plus. Maurras disait que la politique c'est un désespoir surmonté. J'ai pas d'espoir, mais je crois comme Vincent au miracle. Et puis, le jour où les porte-monnaies sont vraiment vides, il peut y avoir des sursauts, des crises, des crises de fièvre de la population. On l'a vu avec les gilets jaunes, théâtre de l'inattendu. Sachant que la France, le grand remplacement est déjà achevé, la France n'existe plus. Le chiffre commence à apparaître que je donne depuis des années et des années en disant mais il y a 20 millions d'immigrés dans ce pays. On nous dit toujours 5-6 millions. On dit, non, il y en a 20. Première, deuxième, troisième ou quatrième génération. En fait, je pense qu'il ne reste pas plus de 30 000. Des statisticiens s'y sont attelés. Il ne reste pas plus de 30 millions de Français dans ce pays. Je parle de Français de souche ou Français véritablement qui sont des Français, voilà, de greffe. Si vous faites du jardinage, vous savez ce que c'est qu'une greffe. Et ça donne de très beaux fruits souvent. Voilà, donc il faut croire au miracle. Le miracle. Quel était le reste de la question? Mais le reste de la question, c'est est-ce que finalement cette destruction de Macron et de ses maîtres s'applique aussi à la droite finalement quand reste-t-il? Continue, et merci au Rassemblement national qui est ma bête noire, parce que au lieu de s'entendre avec ces autres révolutionnaires bidons que sont les gens de la France insoumise, il fallait destituer Macron, il fallait le faire tomber, il fallait le faire chuter. Il a encore un an pour poursuivre son œuvre de destruction. Éventuellement, d'ailleurs, nous précipiter dans une guerre contre la Russie, puisque ça se prépare extrêmement activement. Macron a très très bien, et je l'ai écrit multiples fois, a très bien rempli le cahier des charges qui lui avait été remis au départ, c'est-à-dire la destruction de la nation, et sous les applaudissements de la foule, surtout des médias. Vous, chers animateurs, vous avez cité CNews, je pourrais citer Boulevard Voltaire, tous ces gens qui se disent dans la dissidence.
qui ne sont même pas achetés, mais qui sont littéralement à vomir. Alors, Monsieur Russen, est-ce que pour vous là, il reste encore des choses à sauver dans cette droite actuelle, on va dire au sens large du terme? Droite au sens large. Enfin, moi, je me sens pas d'accointance avec la droite libérale. Ça n'a jamais été le cas. Avec le Rassemblement national, bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que Macron a détruit la droite? Je ne sais pas. La droite est toujours là. Les idées de droite sont majoritaires, il me semble, dans le pays. Quand je parle des idées de droite, c'est-à-dire une certaine idée de la nation. Et c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire, oui, la famille, un peu le ras-le-bol de l'insécurité et de l'immigration. Non, Macron a plutôt, là, si je reprends l'argumentaire de l'extrême gauche, Macron a favorisé l'extrême droite, objectivement. Regardez ce qui s'est passé avec la commission parlementaire là, sur l'audiovisuel public qui a finalement été adoptée. Ça a été adopté grâce à l'abstention des macronistes. Donc l'extrême gauche immédiatement se cabre en disant « Regardez, il y a bien une collusion entre la Renaissance, Macron et l'extrême droite. » Donc du point de vue de l'extrême gauche, qui est quand même pas négligeable, c'est pas une force négligeable dans la vie politique française, il y a une accointance entre la droite, Macron et l'extrême droite. Nous, on sait que c'est pas le cas. On sait que voilà, ce sont des accords de circonstances, une abstention de circonstances. Mais voilà, ce que ne voit pas l'extrême gauche, ou plutôt ce qu'encourage même l'extrême gauche, c'est notre mort. Moi, je peux pas me sentir d'extrême gauche, et je sais que, disons, dans des milieux qui sont assez proches de moi idéologiquement, il y a une sorte de tolérance par antisionisme à l'égard de certaines figures de l'extrême gauche. Moi, c'est pas mon cas. J'ai aucune fascination pour Rima Hassan ou pour Mélenchon. Ce sont vraiment des ennemis au même titre que Meyer Habib ou Braun-Pivet sont aussi des ennemis. C'est un triangle équilatéral. Il n'y a pas deux forces en présence, il y a trois forces en présence. Et je dirais même il y en a quatre. Entre l'extrême gauche, le bloc central, le Rassemblement national, c'est un triangle équilatéral. Et nous, qui ne sommes dans aucune de ces trois forces, on peut se dire aussi qu'entre l'extrême gauche et le Rassemblement national et CNews, on va dire, ce qui est encore un peu autre chose, c'est aussi un triangle équilatéral. Moi, je me sens pas plus proche aujourd'hui de certaines personnalités de CNews que de l'extrême gauche. Pour moi, les deux sont des repoussoirs. Donc, est-ce que la droite est morte? Je ne sais pas. De toute manière, tout est éclaté. Vous voyez bien le nombre de personnalités politiques à gauche qui vont se présenter aux élections. Ils sont éclatés comme l'extrême droite est éclatée. On a l'impression que c'est pas seulement la droite que Macron a fait éclater, c'est toute la société française. Mais à la rigueur, c'est la nature humaine. Il y a toujours beaucoup de dissensions dans la nature humaine. Au contraire, ce sont les gens qui se sentent les plus proches qui sont souvent les pires ennemis par esprit de concurrence. Ce que je note surtout, moi, depuis 10 ans, parce que, objectivement, si ça n'avait pas été Macron, si ça avait été un Sarkozy, what's the difference? Où est-ce qu'elle aurait été la différence? Dites-le-moi. Moi, je vois que la vraie césure, elle date de l'ère Sarkozy. Moi, j'avais un copain qui était, qui m'avait dit que avant l'ère Sarkozy, les policiers pouvaient, disons, s'en donner à cœur joie dans les rues contre les gens qui leur déplaisaient, des gens aux cheveux gras et longs, ou alors au visage un peu plus aux cheveux frisés, vous voyez. Vous voulez de la ratonnade. Moi, je me souviens pertinemment qu'il y avait une altercation dans un autobus dans la région lyonnaise entre un immigré et un nationaliste français. Et que le nationaliste français avait été arrêté, mis en garde à vue, et que Sarkozy était monté au créneau pour prévenir les gens comme nous, les militants d'extrême droite, que ça ne se passerait plus comme ça, et que dorénavant, ils allaient sévir contre les patriotes. Sarkozy a été une saloperie. Pour nous, Sarkozy a été vraiment un élément de censure et de répression qu'il n'y avait peut-être pas avant sous les Chirac et compagnie. Alors qu'il parlait du Karcher. Et sur le plan géopolitique, Sarkozy, c'est quand même celui qui a refait rentrer, je crois, le commandement français dans l'OTAN, qui a lancé la ligne pro-israélienne. Donc ça a eu des conséquences, j'allais dire catastrophiques, non, pas pour nous, catastrophiques pour les musulmans du Proche-Orient qui étaient nos alliés. Moi, je vous dire, franchement, je regarde pas... Alors, la couleur de peau, moi, je vous le dis, moi, je suis condamné, multi-condamné pour racisme et antisémitisme, donc ça me permet de le dire plus facilement. Voilà, je suis raciste, antisémite, c'est la loi qui le dit, donc je le suis. Mais sur le plan, de la diplomatie internationale, moi, je serais pour des accords avec tous les pays qui, pourraient nous fournir du pétrole pas cher,
Donc l'Arabie Saoudite, l'Algérie, du pétrole pas cher, l'Iran, la Russie, pourquoi pas, formidable. Du gaz pas cher. Là, je viens de lire dans le journal ce matin que le gaz allait prendre 50% d'augmentation. Alors déjà qu'il en a pris de 20%, je crois, mais ça va continuer. La guerre en Iran, elle n'est pas terminée. Elle peut durer encore 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Moi, je pense que ça va dégénérer. Je pense que ça va dégénérer. Ils s'arrêteront pas là. Et je l'avais dit d'ailleurs à un universitaire iranien à Téhéran en 2013. Je lui avais dit, mais ils feront la guerre à l'Iran parce qu'ils sont programmés pour ça. Ils sont programmés pour faire la guerre à toutes les dictatures, à tous les régimes autoritaires, à tous les régimes dont les élites sont des élites nationales et non pas cosmopolites. Donc ils feront la guerre à la Chine, ils feront la guerre à la Russie, ils feront la guerre à tous les pays qui n'acceptent pas la démocratie multiculturelle avec tous les droits civiques accordés à certaines communautés. C'est dans leur nature. Vous voyez, je m'éparpille encore un petit peu. Mais pour revenir à ta question, Macron ou un autre, c'est pareil. Macron ou un autre, c'est pareil. Si ça avait été Sarkozy ou Édouard Philippe, il y aurait eu autant d'immigrés qui seraient rentrés chez nous. La dette aurait augmenté autant. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que je plains la génération qui va nous suivre. Et je dis pas ça. Alors on peut se dire tout était mieux avant. Aujourd'hui, c'est l'enfer. Non, aujourd'hui, c'est pas encore l'enfer pour nous. Vous pouvez vivre dans vos campagnes, vous pouvez vivre même dans vos villes en sortant de chez vous sans être immédiatement agressé par des Zoulous. Mais dans 30 ans, est-ce que ce sera le cas? On voit la dérive de l'Afrique du Sud, on voit les images. Il y a un site internet, sur X, un mec qui recense, qui a pris des photos de l'Afrique du Sud il y a 20 ans et qui les compare avec des photos d'aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Et si ça se trouve, je vous dis, Versailles Grand Parc, il y aura des détritus partout. On n'y est pas encore. C'est pas le bout du tunnel. Vous êtes tous s'en rapproche. Logés. Ah, mais vous êtes logés. Voilà, vous avez un canapé, vous avez une télévision, vous avez votre four à micro-ondes. C'est pas encore l'enfer, les gars, là. Mais la génération suivante, les jeunes qui ont 15, 20 ans aujourd'hui, dites-moi comment ils font pour se loger. Moi, je pense toujours à ça, parce que on gueule sur, on se plaint de la démographie qui est vacillante, même plus que vacillante. Là. Pour la première fois cette année, le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances. Mais la démographie, c'est d'abord un espoir. Et là, je pense que Vincent, quand il s'agit d'espoir, d'un grand idéal, il sera d'accord avec moi. Mais c'est aussi des problèmes beaucoup plus matériels, c'est-à-dire le logement. Moi, ça fait 5-6 ans, de par mon activité dans le bâtiment, j'ai des gros doigts maintenant, des gros doigts qui se bloquent. Et de par mon activité, je vois bien qu'il y a un très grave problème du logement depuis au moins 2022. Et personne ne prend le problème à bras le corps. Comment voulez-vous fonder une famille si vous n'avez pas de logement ? Comment vous vivez à Paris pour 1 000 € par mois? Vous avez quoi? Vous avez, 25 mètres carrés peut-être? Comment voulez-vous que la démographie progresse? Enfin bref, j'ai encore lu des choses dans le journal concernant le logement à Paris. Je sais pas, j'ai l'impression qu'effectivement, nous avons des gens malveillants qui nous dirigent, des gens malveillants qui ne nous veulent pas du bien. Voilà. Ouais. Je me permets de me tourner vers Vincent pour trouver une note d'espoir, parce qu'on va faire suffoquer nos auditeurs avec toutes ces mauvaises nouvelles. Alors, je pose, entre guillemets, une autre question dans la question. Donc, Macron a à peu près réussi, Macron et ses maîtres ont à peu près réussi leur œuvre de destruction. Vois-tu une note d'espoir pour, on va dire, rassurer et donner de l'optimisme et de l'espoir, tout simplement, à nos auditeurs? Oui, alors, moi, et je rejoins ce que disaient Hervé Ryssen et Jean-Michel Vernochet, c'est-à-dire que on est dans une situation très, très délicate. Mais depuis 20 ans, je dis de toute façon, tant que les supermarchés seront achalandés, les pompes à essence pleines et les portables en fonctionnement, il n'y a aucun espoir de révolution nationale. Seulement, il va arriver un moment où il peut y avoir des difficultés économiques qui seront telles que on va arriver à cette situation où des gens seront vraiment pauvres et connaîtront la faim. Et la faim FAIM, naturellement. Et dans ces moments-là, vous remarquez que toutes les fausses idées s'évaporent et les gens reviennent à des valeurs sûres. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais adolescent, à Lyon, il y a eu une grande grève des transports en commun. Ça a duré des semaines, à tel point que, c'était des camions de l'armée qui avaient été réquisitionnés pour remplacer les bus et tout ça. Oui, alors je me rappelle plus quand c'était. Je devais être à l'époque en prépa, donc fin des années 80, mais je me trompe peut-être. 96, oui. Alors,
il s'est passé qu'après, on a demandé à des gens, des Lyonnais, comment avez-vous vécu cette grève? Et paradoxalement, beaucoup disaient, eh bien, on en a des bons souvenirs. Alors, surpris. Pourquoi? Parce que, comme il n'y avait plus de transport en commun et qu'il fallait se débrouiller, eh bien, on a été voir nos voisins. Les portes se sont ouvertes. Et des gens qu'on croisait seulement dans l'ascenseur en disant un petit bonjour, on est venu manger chez eux. Vous allez où? Qu'est-ce qu'on peut faire? Covoiturage. Et puis, comme c'était des camions de l'armée, c'était pas le confort des bus. Et les femmes disaient, les hommes étaient devenus galants. Ils nous faisaient monter, ils cédaient leur place. Et donc, beaucoup de gens disaient, on en a un bon souvenir parce qu'on a refait du lien social qu'on avait totalement perdu. Et à l'époque, ça m'avait frappé. Je m'étais dit, oui, dans les moments de grave crise, c'est là que tout peut revenir avec une rapidité énorme. Et encore une fois, on a un exemple qu'on peut aimer ou pas, mais l'Allemagne nationale-socialiste, lorsque Weimar, la République, se dissout, eh bien les gens se tournent soit vers le communisme, une idéologie donc collectiviste, soit vers le national-socialisme. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus cette République. Ils se tournent vers ce qu'ils estiment être un idéal supérieur. Alors, on peut être anti-bolchevique ou anti-nazi. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que soudainement, les gens ont retrouvé quelque chose. Et donc, je dis que c'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis pas du tout conservateur, je suis accélérationniste. Je veux dire, je veux que ça aille de pire en pire. Je ne veux pas du tout qu'on dise, oh, mais on peut encore sauver ça, etc. Ah non, moi je dis non, allons-y à fond. Allons-y à fond. Que ça pète. Ça va être douloureux. Peut-être si ça arrive de mon vivant, je mourrai dans ce maelstrom, peut-être. Mais je veux que ça pète parce que c'est là que je pense des gens vont retrouver un idéal supérieur et ils vont peut-être faire des communautés qui survivront au chaos. Voilà. Donc, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours un espoir et c'est surtout quand on croit que tout est perdu que tout va être sauvé. Et je dis, en cas de crise, ça sera une crise grave, une crise peut-être extrêmement grave même, mais c'est la seule façon. Vous savez, la vie n'est toujours dans la douleur. La vie, c'est un accouchement. Un accouchement n'est jamais une partie de plaisir. Hein. J'en ai assisté à beaucoup dans ma vie, du fait de tous les enfants que j'ai eus. Bon, eh bien, je l'ai vu. Hein. Et puis même, je veux dire, pour publier un livre, c'est du travail. Et puis aujourd'hui, pour soutenir les procès, hein, mes amis en savent quelque chose, hein, Hervé en sait quelque chose, c'est dur. Mais c'est comme ça que l'on progresse, c'est dans la douleur. Et donc, Vincent, si je peux me permettre, tu crois pas à la théorie de la grenouille qu'on place dans l'eau tiède et qui s'accoutume, qui s'habitue à l'eau tiède et à la température qui monte jusqu'à mourir? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Hervé. C'est pour ça que je pense que ça va aller jusqu'au bout. Oui, exactement. Je pense pas qu'il y aura de réaction. Ensuite, ce sera la mort. Alors, comme les gauchistes nous disent, et alors, des immigrés, l'islam, et alors, pourquoi pas? Ensuite, il y aura un autre monde. Oui, mais ça sera plus nous. Alors, c'est tout à fait possible que ça se passe comme ça, mais il peut y avoir quelque chose qui déraille et un réveil soudain que l'on n'attendait pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Hervé. Ça peut se terminer par une mort douce, une disparition et un autre monde qui sera plus du tout le même. L'avenir le dira. Et bien que ce soit une crainte que j'ai et que je partage avec toi, je continue quand même à combattre en espérant un réveil. Bien sûr, bien sûr. Moi, je crois aussi qu'il y aura de toute manière des communautés qui survivront. Peut-être de manière éparse. Oui. Voilà. Il est possible que ça se termine comme ça, mais on aura quand même perdu beaucoup. Oui, voilà, c'est ça, c'est le camp des saints. Je voudrais que le camp des saints soit un peu plus large que quelques communautés éparses et résiduelles. On sait comment les derniers aristocrates qui s'étaient réfugiés à La Réunion ont terminé. Ils ont terminé à la Soufrière, sur les pentes de la Soufrière, et ça a donné des communautés de petits blancs dégénérés, régressifs. Alors, pensez une chose aussi, qu'il peut y avoir des réactions très violentes, très salvatrices ou salutaires, et qu'en même temps, les choses se dissolvent, s'évaporent aussi vite qu'elles se sont créées. Hein, ce sont des bulles, il y a un mouvement dialectique. Pensez que les foules qui hier criaient « Vive Pétain », travail, famille, patrie, le lendemain matin sont convertis pas vraiment au gaullisme, mais en tout cas au radical-socialisme qui a succédé à De Gaulle pendant la 4e République. En sachant que ces petites communautés ne pourront ni gérer les réacteurs, ni les armes nucléaires qui sont sur le territoire national. Je suis contre l'espoir pour l'espérance. L'espérance doit nous habiter, mais des espoirs, j'en ai assez peu, en vérité.
Pour conclure, déjà je tiens à vous remercier donc pour vos interventions respectives qui sont salvatrices et qui j'espère remettront dans le droit chemin cette jeunesse se revendiquant donc de droite de plus en plus ouvertement et qui a besoin d'être aiguillée, je pense, par ses aînés. Pour finir, un dernier mot, quel conseil donneriez-vous si vous avez 2 conseils? Voilà, je vais cadrer la chose. 2 conseils à donner à cette jeunesse de droite et qui va comme tout le monde, qui essaie de tenir, on va dire, de survivre dans cette France, dans la France à Macron, comme disent les jeunes. Auriez-vous 2 conseils à leur donner? 2 conseils, c'est bien difficile. D'abord, je vais reprendre un conseil d'Alain Soral. Lisez. Vous verrez que nos idées, en fait, elles sont pas d'hier, elles ont 2500 ans, nos idées. Les questions se posaient déjà au moment de l'Empire. De l'Empire, il y a un empereur qui s'appelait Marc Aurèle. Là, c'est pas 2500 ans, mais 2000 ans, et qui a écrit des pensées pour lui-même, et dans des pensées pour lui-même, il déjà désignait ceux qui aujourd'hui les termites qui nous mitent et qui nous dévorent de l'intérieur. Donc lisez, détachez-vous, ne perdez pas votre temps. Moi-même, je me suis surpris ces jours derniers à regarder ces vidéos extraordinaires faites par l'intelligence artificielle avec des décors de science-fiction tout à fait fascinants. Mais quand on arrête, si on arrive à arrêter, il faut que reste-t-il? Absolument rien. Il faut aller à l'essentiel. Donc aller à l'essentiel. L'essentiel. La vérité, l'essentiel c'est la vérité. Et soyez très rigoureux sur les principes. L'honnêteté, la fidélité, la loyauté. Des principes et encore des principes. Bon, ça fait un peu plus de 2 conseils, monsieur Vernocher, mais nous les prenons avec joie. Monsieur Rissen? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Michel, surtout. J'ai pas vraiment de conseils à donner. Chacun réagit à sa manière. Il y a des gens qui sont plus disposés à, je sais pas, à fonder une famille, d'autres à militer. Chacun doit faire les choses à son niveau. Mais battez-vous, il faut se battre. Juste cette anecdote, j'avais pas compris la première fois que j'ai vu ce film. C'est Attrape-moi si tu peux, l'histoire d'un escroc là. Et son père lui avait donné ce conseil avec ça. J'avais pas compris cette anecdote. C'est une petite souris qui tombe dans un pot de lait et qui se débat tellement que le lait devient crème et elle parvient finalement à remonter en haut du pot et à sortir. Battez-vous sur tous les terrains, à tous les niveaux, et ne cessez jamais de vous battre. Il faut aussi se reposer, bien entendu, mais ne jamais se laisser aller au désespoir, comme moi j'ai pu l'être en début de semaine. Voilà, il y a des faiblesses passagères, mais globalement, moi, ça fait 35 ans que je fais tout pour faire reculer l'hydre mondialiste, et je crois que je continuerai jusqu'à la fin de ma vie. Donc, quel que soit le terrain sur lequel vous êtes, battez-vous. Battez-vous. Moi, j'aurais 2 conseils. S'il faut donner 2 conseils, je dirais faites ce que vous ressentez être votre mission de vie. C'est-à-dire, faites votre devoir tous les jours, sans penser à demain. Ce que vous avez à faire aujourd'hui, que ce soit élever une famille, fonder un commerce, militer politiquement, comme disait Hervé, chacun a son chemin de vie, faites-le. Et en général, dirigez-vous toujours vers ce qui vous donne de la joie. Et osez le faire. Vous savez, moi, quand je suis lancé dans le révisionnisme, tout le monde me disait « Attention, tu vas perdre ta vie ». Non, j'ai pas perdu ma vie, j'ai eu une vie très excitante. Et le deuxième conseil, c'est quand vous aurez une épreuve dans votre vie, sachez qu'une épreuve, c'est une opportunité de vous améliorer. Car quand vous dépassez l'épreuve, vous êtes plus fort après. Donc ne voyez jamais les épreuves comme quelque chose qui vous est envoyé par le destin de façon injuste, voyez-les comme une opportunité pour devenir plus fort. Et ça a été toute ma vie comme ça. Toutes les épreuves, je les ai surmontées en disant « Vincent, cette épreuve, c'est pourquoi, comment tu dois la comprendre et qu'est-ce que tu dois comprendre pour la surmonter ?»
Voilà pourquoi je suis encore là. Ce seraient les 2 conseils que j'aurais à donner en tant que vieux maintenant. Oui, faire son devoir, toujours son devoir. Et comme l'a dit Vincent, son devoir d'État. Ce que nous sommes, nous devons l'accomplir au mieux possible. Et merci messieurs pour cette conclusion. Espérons que la grenouille française ne finisse pas totalement cuite dans ce bain mondialiste et se réveillera avant, au dernier moment, peut-être de la Providence. Comme disait Monsieur Vernochet. Voilà, je vous remercie messieurs, chers auditeurs de RFM, merci pour votre écoute et surtout repartagez cette émission un maximum pour qu'elle puisse être diffusée le plus largement possible pour justement réveiller cette jeunesse de droite et la mettre sur le droit chemin. Voilà. Allez, merci à vous messieurs. Merci. Salut à vous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Amitié, au revoir. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. la vengeance et la haine? Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine?